Messieurs, maintenant, venons d'ailleurs à vos sujets. Je le disais en tout début d'émission, Radwan Korak, vous avez fait le choix de cette France, la France qui est le pays le moins raciste du monde. Alors, peut-on vraiment affirmer, Radwan Korak, et je veux qu'on en fasse, je veux qu'on débatte là-dessus l'un et l'autre, peut-on vraiment affirmer aujourd'hui que la France est sûrement le pays le moins raciste au monde? Pourquoi Radwan Korak? Et je veux qu'on en parle avec Retchi Thibault et on finira l'émission avec votre sujet. Radwan. La France est certainement l'un des pays les moins racistes du monde. Dire le pays le moins raciste du monde, c'est évidemment de la rhétorique, mais c'est l'un des pays les moins racistes du monde. Car j'ai pas d'études sur lesquelles m'appuyer pour déterminer qui dans le classement des pays les moins racistes du monde. Moi j'ai le dernier sondage, c'est le 22%, la France serait moins tolérante que d'autres pays européens. Voilà. Oui, mais j'aimerais bien connaître... C'est le seul élément que j'ai aujourd'hui. Mais qui a fait ce sondage et puis d'où sort ce sondage? Or, aujourd'hui, c'est avéré, c'est réel. Vous prenez l'état de nos institutions, l'état de la classe politique, la classe médiatique, même la France dans son ensemble. Aujourd'hui, peut-être que dans les années 80, il y avait du racisme. Peut-être que dans les années 70, il y avait du racisme en France. Or, aujourd'hui, la situation a bien évolué. Vous regardez le gouvernement de la France, vous regardez nos institutions. Aujourd'hui, des personnes issues de la diversité siègent dans ces institutions. Ces gens font partie intégrante de la nation. C'est pour ça que moi, je crois en l'assimilation. Je pense que vous pouvez venir de là ou d'ailleurs et devenir demain, si vous acceptez de vous fondre dans cette masse de valeurs, de cette masse culturelle, cette masse d'adhérer à cette histoire, vous pourrez pleinement être français. C'est Nicolas Sarkozy qui disait ça, je crois à l'époque. Je cite rarement Sarkozy, mais là on va le faire. Sarkozy disait que c'était un Français de sang mêlé. Moi-même, je suis un Français de sang mêlé. Ma mère étant française, mon père étant algérien. Je considère pleinement que mes ancêtres sont les Gaulois. Pourquoi? Parce que cette histoire de France qui est millénaire, cette histoire de France qui est vieille de plusieurs siècles, et Richie a fait des études d'histoire, il ne va pas me contredire sur la question, c'est des avancées sociales, la France a tant façonné le monde, la France a tant fait pour le monde, pour la planète, et surtout pour l'individu, pour l'avancée, que cette histoire, je me l'approprie aujourd'hui, c'est mon histoire. Et on le voit aujourd'hui dans les statistiques, en France, je ne crois pas qu'il y a tous les jours des agressions racistes, des gens qui meurent en raison de leur couleur de peau, des gens qui meurent en raison de leurs origines, des gens qui meurent en raison peut-être de leur sexualité. Plus qu'un pays pas raciste, la France est un pays qui ne discrimine pas. Et qui ne discrimine plus, parce que peut-être que par le passé, elle a pu le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est totalement révolu. Retchi Thibault. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, peut-être que je pense que la France se porterait mieux si effectivement on reprenait des usages sociaux et culturels des Gaulois, qui étaient une myriade de populations. D'ailleurs, ce n'était pas les Gaulois de manière uniforme. Et en réalité, la France ressemble davantage à l'Empire romain, le gouvernement français, qu'aux Gaulois qui ont été écrasés par les Romains. Donc vous voyez, ça aussi, c'est un peu une vision tronquée de l'histoire. Bon, ensuite, pour en venir plus à l'actualité, moi je ne suis pas là pour faire un classement et pour dire on est les moins racistes ou les plus racistes. Par contre, le racisme est un phénomène qui structure les sociétés, toutes les sociétés, en l'occurrence les sociétés occidentales, puisque nous sommes dans une des sociétés occidentales, depuis plusieurs siècles. Et le racisme s'est traduit par des réductions en esclavage, par des génocides, des ethnocides qui continuent encore. Et pour vous prouver qu'il y a encore du racisme aujourd'hui, si tant est qu'il faille le prouver, moi je vais vous prendre l'exemple que je connais le mieux parce que je le vis au quotidien, c'est celui de l'anti-tziganisme, à savoir le racisme contre les personnes perçues comme tziganes. Et en France, on n'est pas plutôt dans les stéréotypes là? Non, on est dans un racisme structurel et extrêmement violent. D'accord, non mais c'est important parce que tout à fait, elle est animée aussi, certaines choses sont animées par le stéréotype. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Parce que comment vous définissez le racisme? Parce que peut-être qu'on n'en a pas la même définition, simplement. C'est une exclusion systémique, une mise au banc d'une population qui est accompagnée de discrimination et d'atteinte aux droits majeurs. Le racisme est nourri par des stéréotypes, des a priori, mais ça ne se limite pas à cela. C'est un phénomène social qui est étudié largement dans les sciences sociales. Il y a les travaux d'Éric Fassin qui vont en ce sens, notamment, ou d'Olivier Lecourt-Grandmaison, que je vous recommande. Bon, pour en revenir à l'anti-tziganisme, qui est ce racisme que je connais de près depuis mon enfance, vous avez par exemple Gilles Bourdelex. Gilles Bourdelex, qui est le maire LR de Cholet, qui a été soutenu notamment par le RN, un des premiers candidats de l'alliance LR-RN. Qu'a-t-il dit, ce monsieur, en 2014, en parlant des voyageurs, des 10 gens du voyage? Il a dit « Hitler, on n'a pas tué assez ». Est-ce qu'on se rend compte de la violence de ça? Mes ancêtres qui ont subi un génocide par Hitler et le régime collaborationniste. Ce maire de Cholet a dit cela, il a assumé ses propos. Et dernièrement, notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été interrogé par Apolline de Malherbe il y a quelques semaines de cela, au sujet de cette phrase de Gilles Bourdelex. Et Bruno Retailleau a dit qu'il le soutenait pleinement.
Donc quand un des plus hauts personnages de l'État, ministre de l'Intérieur, soutient un élu qui fait l'apologie du nazisme, ce pays est effectivement gangréné par le racisme. Un autre exemple, un groupe de chasseurs racistes en Haute-Savoie, à Chenex, l'année dernière, a tué une femme rome. L'auteur du tir est d'ailleurs en détention provisoire en attendant son jugement. Mes avocats travaillent d'ailleurs sur l'affaire. Donc un groupe de chasseurs, plusieurs chasseurs anti-tziganes, racistes, en Haute-Savoie, décident de tirer sur une femme rome, Angela Rostache, à qui je dédie le prochain ouvrage sur l'anti-tziganisme sur lequel je travaille en ce moment. Une femme enceinte, mère de famille de plusieurs enfants, et avec un viseur, on lui tire dessus. Et ce groupe de chasseurs racistes, pourquoi je vais aller plus loin? Ce n'est pas juste un racisme dans la société, c'est structurel. Il a bénéficié d'une impunité, c'est-à-dire que ce groupe de chasseurs avait également tiré sur des voyageurs quelques semaines au préalable. Les voyageurs avaient été déposés plainte et les policiers n'ont pas arrêté ce groupe. Résultat, il a tué une femme. Donc là, je vous parle juste de l'exemple de l'antiziganisme, mais je pourrais vous parler de la négrophobie, de l'islamophobie, de l'antisémitisme. Le racisme anti-blanc. Pour moi, ça n'existe pas. C'est un mythe absolu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vous répondrai. Le racisme, c'est un phénomène structurel. C'est ainsi que je le définis, c'est-à-dire que c'est le gouvernement et les institutions, notamment, qui y participent et qui le diffusent dans la société. Les institutions françaises et le gouvernement français n'exercent pas de racisme contre les populations blanches. Il n'y a pas eu de génocide, de réduction en esclavage, d'ethnocide contre les populations blanches. Au contraire, ils jouissent d'une situation plutôt confortable. Certains disent même de privilèges, mais alors là, ça va vous faire ulcérer. Par ailleurs, il peut y avoir des ressentis, des stéréotypes contre des personnes blanches, mais ça se distingue du racisme en tant que système d'oppression structurelle. Par ailleurs, j'ajoute que la catégorie blanche, c'est pas juste une catégorie d'analyse biologique, ça ne l'est pas, au contraire, moi je n'utilise pas ça ainsi, je l'utilise en tant que catégorie d'analyse sociale. C'est-à-dire que par exemple, des populations en Amérique latine qui sont autochtones peuvent, sur le plan sociologique, être étudiées comme des populations blanches en Amérique latine, mais comme des populations non blanches en Europe. Donc bon, je comprends que ça nécessite de prendre de la hauteur, que c'est pas démagogique, mais au bout d'un moment... Une fois qu'on a dit ça, le parallèle que vous voulez faire? Donc le racisme dit anti-blanc, c'est une vaste fumisterie qui est utilisée par l'extrême droite afin de mettre un voile, de masquer le racisme de cette même extrême droite. Et moi je regrette, Redouane, que vous participiez à ce cirque. Je trouve qu'aujourd'hui, et je le dis en toute sincérité, que vous servez en quelque sorte, si je peux le dire ainsi, de caution maghrébine. D'arabe de service ? Non, vous servez de caution maghrébine au racisme de l'extrême droite. Et je trouve ça profondément regrettable. Radon Corac. Déjà, moi, je ne suis pas d'extrême droite. On parle d'extrême droite. Je ne sais pas ce que c'est l'extrême droite. Je ne suis pas un partisan du Rassemblement national, mais je ne considère pas aujourd'hui le Rassemblement national comme un parti d'extrême droite. Je considère qu'à l'Assemblée nationale, il y a des extrémistes, des excités, mais ils sont plutôt du côté gauche de l'hémicycle. La France Insoumise, c'est un parti d'extrême gauche. Le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. C'est un autre débat. Je trouve que En tout cas, il n'y a que chez le RN qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour antisémitisme. En tout cas, il n'y a que à la France Insoumise qu'il y a des gens qui sont encore convoqués aujourd'hui pour antisémitisme et pour apologie du terrorisme. Non. Ah si, Mathilde Panot, Rima Hassan. L'affaire de Mathilde Panot a été classée sans suite, celle de Rima Hassan le sera également. C'est des gens qui sont... Il n'y a qu'à la France Insoumise qu'on a un député qui était membre de Feu, la jeune garde, qui heureusement a été dissoute, dont 8 membres ont été condamnés, ont été arrêtés pour une agression antisémite. Ne vous réjouissez pas trop vite, ça se trouve la dissolution sera annulée. Je ne l'espère pas. Mais pour revenir à la question, moi j'ai trouvé votre réponse bien naïve. Alors, il y a une règle qui doit primer, c'est la démographie qui fait la loi. C'est pas les institutions. La démographie fait la loi. Aujourd'hui, vous allez dans certains endroits de France qui sont complètement, disons-le, et c'est pas péjoratif de le dire. Vous parlez de créolisation, il faut pas avoir de tabou. Parlons de grands remplacements, c'est la même chose. On me dit la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes mots. Parlons de grands remplacements à certains endroits, dans certaines zones de France. Je suis désolé, quand vous êtes blanc, quand vous n'êtes pas d'origine maghrébine, vous n'êtes pas d'origine subsaharienne, vous avez des difficultés sociales, vous vous faites harceler, vous vous faites agresser, vous êtes en insécurité dans votre quartier, sur la terre de vos ancêtres, vous avez un sentiment de dépossession. Et je vais vous dire pourquoi c'est raciste, pourquoi il y a du racisme anti-blanc. Vous vous sentez dépossédé, Redouane ? Moi, je me sens dépossédé. Je me sens dépossédé parce que tous les jours, toute l'année... De vos racines gauloises ? Toute l'année, je me fais traiter par des amis à vous d'arabes de service, de sales blancs, de suceurs de blancs.
Parce que justement, moi j'ai fait le choix de m'assimiler. J'ai du mal à comprendre comment des personnes dont les ancêtres sont venus en France pour travailler, les grands-parents étaient venus en France pour travailler, aujourd'hui les petits-enfants brûlent des bagnoles et agressent des gens dans la rue. Ça, c'est ça le grand problème aujourd'hui. Arrêtez de faire des généralités. Non, mais c'est pas de la généralité. C'est pas de la généralité. Regardons les stats en prison. En France, il y a 8% d'étrangers, il y a 24% de prisonniers qui sont étrangers. Parce que justement, il y a un racisme structurel et je vous invite à lire les travaux de Didier Fassins en anthropologie de la condition carcérale qui montrent pourquoi les étrangers, les personnes perçues comme étrangères se retrouvent davantage en prison. Parce qu'ils vendent de la drogue, ils agressent, ils tuent et quand ils peuvent, ils violent. Donc non, c'est sérieux. Éric Zemmour a été condamné pour avoir tenu les mêmes propos. Mais portez plainte. J'ai gagné tous mes procès. J'ai pas que ça à faire. Portez plainte, je vous invite à porter plainte. Contrairement à vos amis. Aujourd'hui, non mais je vous apporte des chiffres. Il y a 8% d'étrangers en France, 24% de la population carcérale est étrangère. Et moi, pour moi, être français, dès lors que vous avez la nationalité française, vous êtes français. Donc dans ce calcul-là, je n'intègre pas les binationaux et les Français d'origine maghrébine ou étrangère, évidemment, puisque je coupe évidemment toutes vos potentielles suppositions derrière. Or, aujourd'hui, dire sale noir, c'est raciste, on est d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord, Richie ou pas. Sale noir, c'est raciste. Bah, il y a une loi, en tout cas. Sale blanc, c'est raciste aussi. Sale blanc, c'est raciste aussi. C'est quoi, c'est une microagression ? Non, en fait, il peut y avoir de la véhémence, des micro-agressions, comme vous dites, je reprends votre vocable, contre des personnes blanches. Néanmoins, le racisme en tant que phénomène structurel, il est du fait de l'État et des institutions, et il s'adresse, il prend pour cible, du moins, des populations racisées. Moi, honnêtement, Redouane, je trouve extrêmement regrettable votre vision de la France. Moi, je pense que la France, ça ne doit pas être l'uniformisation de la masse. Vous avez utilisé ça tout à l'heure, mais je trouve ça horrible. C'est-à-dire, en fait, je ne pense pas que la France doit être un modèle unique, le modèle blanc, chrétien, et que tout le monde doit être comme ça. Moi, je pense que la France, justement, vous savez, Édouard Glissant parle de créolisation, alors on peut choisir un autre thème si vous voulez, mais c'est ça. Mais bravo pour le nom de ce média qui est d'ailleurs fantastique, c'est la pluralité. Et d'ailleurs, même sur le plan biologique, pour que l'humanité survive, il faut qu'il y ait un métissage et une diversité. Mais sur le plan culturel, c'est une richesse. Sur le plan intellectuel, aujourd'hui, on en est là. Les sociétés ont été aussi évoluées grâce à l'entraide internationale. C'est Pierre Kropotkin qui a écrit l'entraide comme facteur de l'évolution. Moi, je pense que ce qui a permis à l'humanité de traverser les difficultés et les crises, c'est l'entraide entre les différents peuples. Peut-être que la question, je la pose différemment. Alors peut-être doit-on considérer qu'il existe aujourd'hui, quand j'entends l'un et l'autre, un véritable problème de racisme dans notre société, oui, tout simplement. Anti-blanc, je pose la question parce que quand je vous entends l'un et l'autre, alors vous n'êtes pas d'accord et c'est le mieux, tant mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, doit-on considérer qu'il existe un véritable problème de racisme aujourd'hui, Radon Kourak et ensuite si on se base sur les religions, sur les discriminations anti-individus appartenant à des religions, la numéro 1, c'est le judaïsme. Aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui se font agresser dans la rue, qui se font agresser, qui se font insulter, qui peuvent avoir des difficultés parce qu'ils sont juifs. Ensuite, il y a les actes christianophobes. Et ensuite, il y a les actes anti-musulmans. Mais pourquoi aujourd'hui on a le sentiment, à entendre la France insoumise, que la religion la plus discriminée, les individus les plus discriminés, ce sont les musulmans, que les musulmans ne peuvent pas faire un mètre dans la rue sans se faire agresser, que les musulmans ne trouvent pas de logement, que les personnes avec un prénom à consonance maghrébine auront des difficultés à s'insérer. Je suis désolé, demain, si vous habitez à Sevran, à Dille, je pense que quelqu'un qui s'appelle Bastien, qui postule dans une boucherie halal, a de fortes chances d'être refusé. Et j'appelle ça du racisme. Il suffit de se référer au dernier documentaire de complément d'enquête. Ils ont été une fois à Sevran, dans ce bar interdit aux femmes. C'est également un bar interdit aux blancs. Un peu de mesure. Non, mais c'est de la mesure. Je termine juste mon propos. Parce on fait des parallèles avec l'histoire. Au début du 19e siècle, Napoléon crée le consistoire de France. La question est très simple. Il réunit devant une assemblée de notables juifs. Il leur pose la question suivante. Demain, en cas de guerre, si la France était en guerre face à une nation juive ou un autre groupe de juifs, que ferez-vous ? Vous choisissez la France ou vous choisissez d'aller vous battre avec vos co-religionnaires ? Les juifs répondirent la France. À partir de ce moment-là, Napoléon leur accordèrent la citoyenneté française. J'aimerais que demain, on fasse la même chose avec les musulmans. Les Français de confession musulmane doivent faire primer sur leur vie les valeurs françaises et ensuite, s'il y a un peu de place, et dans le cadre de leur vie privée, chez eux, ce qu'ils veulent, ils pourront pratiquer leur islam.
Mais dans l'espace public, dans la France, c'est la France qui prime. Vous êtes obsédé, alors peut-être que vous le faites pour la gloriole dans le fond, peut-être que vous n'êtes pas convaincu, que vous le faites juste pour avoir un peu de sous, parce que ça rapporte en ce moment de tenir ces discours-là et d'être un peu connu. Je pense que si j'avais le même discours que vous, j'aurais beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Mais je trouve que c'est regrettable. Enfin, honnêtement, vous êtes accueilli en grande pompe sur le plan médiatique, sur le plan institutionnel. Moi, on m'interdit d'accès aux institutions, on m'interdit d'accès aux médias dominants. Moi, je me fais agresser, cambrioler, et je me fais insulter dans la rue. Je prends beaucoup plus de risques que vous. Peut-être qu'on peut continuer en s'écoutant mutuellement. Ce que je vois, c'est qu'il y a des discours qui plaisent aux dominants et d'autres qui me valent de la répression. Bon, en réalité, comme d'habitude, vous cherchez à masquer, à mettre un voile, je le disais tout à l'heure, le problème que constitue le racisme. Le racisme, c'est la gangrène. Et vous savez, moi, je suis hyper mal à l'aise avec votre obsession de catégoriser racialement les gens. Notamment, vous savez, il y a eu en France Paul Broca, la crânologie, mesurer les crânes, etc. On dirait que ça continue. C'est-à-dire, vous, il y a les étrangers, les Arabes, les musulmans. Oui, mais c'est normal. Et en fait, il n'y a que la France qui n'a pas le droit. Il n'y a qu'en France. Et vous essayez d'établir une hiérarchie, de dire ceux-là sont meilleurs sur le plan moral, le christianisme est mieux que l'islam. Mais arrêtez de faire ça. Qui vous êtes pour juger ce qui est mieux, ce qui est moins pire? Qui vous êtes pour nier cette histoire de France, pour nier que la France est un pays chrétien, pour nier que la France est un pays de culture et de race blanche. Ce n'est pas pour autant, et c'est De Gaulle qui le disait. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ce n'est pas pour autant que... Non, mais Redouane, je ne peux pas vous laisser continuer. Ce n'est pas pour autant. La France est un pays de race blanche. Donc vous dites aux personnes qui ne sont pas blanches qu'elles ne sont pas chez elles en France. Vous ne me laissez pas finir. Vous ne me laissez pas finir. Moi-même, je ne suis pas blanc. Ce n'est pas pour autant que des personnes comme vous, comme Adil, comme moi, ne peuvent pas s'assimiler. On s'assimile, on entre dans... Mais moi, je n'ai pas à m'assimiler, monsieur. Vous n'avez pas envie de vous assimiler? Mais pourquoi vous dites que je suis assimilé? Pourquoi vous dites que j'ai besoin de m'assimiler? On a besoin de... C'est quoi les sous-entendus? Vous me dites que vous êtes de culture tzigane. Et alors? Vous êtes de culture tzigane en France, qui doit primer, c'est la culture française. Ils sont pas français, les voyageurs, les Roms? Ils sont français. De plusieurs générations, d'ailleurs. Ils sont français depuis des siècles, absolument. Il l'a dit tout à l'heure en préambule. En exergue, il a commencé par dire, il a fait référence à la guerre de 39. Donc il parle de plusieurs siècles, Radouane Kourak, s'il vous plaît. Vous avez des papiers français, que vous avez la nationalité française. Être français ne veut pas dire être blanc. Mais rassurez-moi. Vous ne me laissez pas finir. Mais je ne suis pas blanc, vous n'êtes pas blanc. Et Richie, vous n'êtes pas blanc non plus. Fondamentalement, enfin, pour reprendre votre rhétorique sur l'Amérique du Sud, peut-être qu'en Amérique du Sud, vous serez catégorisé comme blanc, peut-être pas en France, mais ce n'est pas ce qui compte. Moi, je crois que la France est un pays de culture chrétienne et de race blanche, mais la France assimile. Ce qui est faux historiquement d'ailleurs. Mais en fait, vous avez une vision... assimilation. Oui, vous avez une vision mais hyper dégénérée qui consiste à considérer que en fait, le français, c'est le mec avec son petit béret, la bouteille de pinard, le saucisson et la baguette. Quoi, le français? Ça, c'est de la mythologie. Le français, il n'y a pas de modèle type, justement. Moi, je ne suis pas pour cette vision uniformisée, simpliste des choses, où l'Américain, tu vois, c'est le mec qui se balade avec sa grosse bagnole, le Français, c'est celui qui a sa baguette, l'Italien, c'est celui qui fait des pâtes. Il faut arrêter de donner des visions comme ça, réductionnistes. La France, qui est une entité extrêmement complexe. Là, la semaine prochaine, je vais me rendre, enfin pas dans 15 jours, auprès de militants bretons, d'un mouvement de jeunesse breton qui s'appelle Disparach. Et croyez-moi, ces gens-là, qui sont présents depuis des siècles en Bretagne et qui se battent pour faire vivre la culture bretonne, c'est tout sauf votre vision archaïque d'une pseudo-France qui n'existe même pas d'ailleurs. Ce n'est pas forcément s'assimiler. Mais je voudrais juste vous entendre sur Non, moi je rejette cette notion de l'assimilation. Vous savez, en fait, vous disiez il faut que les gens se fondent dans la masse. Moi, je refuse ça. Moi, je veux qu'au contraire... il faut partir. Il faut faire nation ailleurs. Mais laissez-le finir, s'il vous plaît. Attendez, nation ailleurs. Mais pourquoi je devrais partir? Vous faites partie des gens du voyage. Voyagez. Faites nation ailleurs. Il répond. Mais non, mais faites nation ailleurs. Non, mais vous êtes sérieux? Mais je ne suis parfaitement sérieux. Qui vous êtes pour dire que je dois partir de ce pays? Vous me dites, c'est vous qui me dites que la France ne vous plaît pas. Mais qui a dit que la France me plaît pas? Il y a 192 pays dans le monde. Si la France ne vous plaît pas, si les racines de la France, la culture française ne vous plaît pas, je ne sais pas, trouvez d'autres pays. Il y a des centaines, il y a 192 pays dans le monde. Il s'apprête à nous dire, il est français depuis plusieurs générations, voire des siècles, mais moi, je il vous répond sur le terrain sur lequel vous l'amenez, c'est-à-dire l'assimilation. Oui, et puis ce que vous appelez les racines, etc., pour moi, c'est de la mythologie. Vous avez une vision mythifiée de la France. Moi, la France, vous savez, j'ai eu l'occasion de la parcourir à de nombreux moments, notamment en 2022, j'avais 18 ans, et parce que, justement, je pense que la meilleure manière de connaître les gens, c'est d'aller les voir, parce que c'est eux qui connaissent leurs problématiques et leur quotidien. Et donc, j'avais fait 5500 km à pied en stop à travers toute la France. J'avais appelé ça sur le chemin de celles et ceux qui luttent. Bon, déjà, à pied en stop, j'ai vu
que la France, elle est solidaire et que sans thune, on peut voyager partout, qu'elle est accueillante. Je ne me suis pas fait agresser n'importe où. Et les gens qui m'ont aidé, accompagné en ce périple, ils étaient d'une diversité absolue qui reflète ce qu'est la France. Mais par ailleurs, vous savez, moi, je pense que en réalité, les frontières, c'est un peu des trucs qu'on trace arbitrairement sur des cartes. Et puis ensuite qu'on ajuste avec des armées, avec des guerres. Mais en réalité, par exemple, vous prenez le Pays Basque, il y a une culture qui est transfrontalière entre l'Espagne et la France. Donc en réalité, vous savez ce que vous appelez les cultures, les traditions, l'enracinement, concept de la philosophe Simone Veil et que j'apprécie particulièrement, c'est quelque chose qui justement dépasse les frontières tracées sur des papiers. Je peux prendre d'autres exemples, l'Alsace, la Lorraine, par exemple, il y a des similitudes culturelles germaniques qui dépassent le cadre franco-français. Donc en réalité, le monde, les cultures sont beaucoup plus complexes que cela. Il faut arrêter de vouloir toujours hiérarchiser en disant il y a telle culture qui prime sur telle autre. Arrêtez la culture, d'ailleurs, l'identité. Ça n'existe pas, en ce sens que l'identité, c'est identique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fixe. Moi, je ne connais aucune identité qui est fixe. Si vous vous revendiquez tzigane, vous êtes dans un combat identitaire. Je ne me revendique pas tzigane. C'est vous qui l'avez dit. Je dis que je suis le fils d'une mère gitane, d'un père manouche, mais mon identité, elle est complexe. Je ne me résume pas à ça. L'identité, ce n'est pas fixe. Enfin, l'identité en tant que concept absolu, si vous voulez, je considère que ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, les cultures, c'est en évolution permanente. Ça bouge, ça s'enrichit, ça se créolise, et c'est ça la France. Et je crois que c'est ça la richesse de la France. L'humanité même. L'atout et la richesse de la France, me semble-t-il que c'est ça. Et je laisserai aussi, vous savez quoi, tous celles et ceux qui nous regardent, évidemment, le soin de nous dire sur ce sujet précis leurs commentaires.